Le franc-parler, le rendez-vous de l'actualité. Sans langue de bois, sur Espace. Une personnalité de premier plan pour s'exprimer sans filtre sur l'actualité ou sur un moment fort de sa carrière. 52 minutes de vérité, de débat et de confidences exclusives. Le franc-parler, la parole est libre, la vérité s'invite sur le plateau. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez bien le franc-parler sur Espace TV, 52 minutes d'actualité et d'analyse sans concession et sans langue de bois, comme vous en avez l'habitude avec Lamine Guérassi, que j'ai le plaisir de remplacer ponctuellement. Notre invité du jour est à la croisée des chemins entre la vie politique, une vie qui est désormais derrière lui, on en parlera, et les questions de développement en Afrique, si tant est qu'il s'agisse de chemins tout à fait différents. Il a été au cœur de l'arène politique de son pays, le Congo-Brazzaville, notamment comme directeur de campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, contraint à l'exil. Il poursuit aujourd'hui son combat par les idées, par une expertise plus technique. Auteur de l'essai « L'Afrique, une promesse, comment l'Afrique s'éveillera », il refuse le fatalisme dans lequel de nombreux pays du continent sont plongés et le simple mimétisme des modèles occidentaux. Pour lui, le développement n'est plus une option, c'est une urgence de survie qui passe par une transition systémique audacieuse. On va essayer de comprendre sa vision d'une Afrique prospère dans les prochaines décennies. Bonjour Hervé Maïka. Bonjour Monsieur Fabrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en général, je pose une question un peu générique à l'invité pour qu'il se présente. Mais là, j'ai envie de faire un petit peu différemment parce que lorsque je préparais cette émission, je suis allé voir un peu vos réseaux sociaux, notamment où vous postez énormément sur votre regard sur l'actualité et l'évolution du continent africain, sur le panafricanisme. Vous êtes d'ailleurs très suivi sur Facebook où vos posts font souvent réagir sur la question du panafricanisme notamment. Et je suis tombé sur une publication qui date de février où vous parliez du plan national de développement en Côte d'Ivoire. Et évidemment, puisque vous prenez souvent donc, des positions très fortes, vous vous faites souvent attaquer. Et donc, en sillonnant rapidement les réponses, je vois un internaute qui dit « Ce monsieur est expert en tout, mais personne ne sait quelle formation il a suivi à l'université, quel diplôme il a obtenu, dans quelles universités. » Plus loin, il dit, on ne sait pas non plus quelle expérience il peut se prévaloir. Alors, nous, ici, on vous connaît un petit peu. Et c'était l'occasion, je me disais, de vous poser la question pour répondre à ce genre de commentaires de qui est Hervé Maïka et d'où vient-il en termes de formation, en termes de structure? Oui, en termes de formation, moi j'ai suivi une formation particulièrement de sciences politiques que j'ai fait en plusieurs endroits, notamment en Europe de l'Est, notamment au CELSA, ici en France, et qui a été sanctionné par un master, qu'on appelle aujourd'hui Master 2, à l'époque on appelait ça un DEA. Et après cela, j'ai fait des études à l'École nationale d'administration de la République française, couramment appelée ENA, qui n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle maintenant l'INSPE, où j'ai suivi un parcours qu'on appelle le cycle long de 2 ans, et où j'ai terminé. Alors justement, les sciences politiques, c'est un mélange d'économie, c'est un mélange de sociologie, d'économie, d'histoire, de géographie, d'énormément de choses qui conduisent un peu à tout. Pour peu que l'on soit passionné dans l'ensemble de ces domaines-là, on peut intervenir sur l'ensemble de ces domaines-là. Et avoir une expertise donc multiple, effectivement, sur tous ces domaines. Tout à fait. Et donc, je suis tout à fait à l'aise dans beaucoup de sujets. C'est vrai que ce n'est pas commun en Afrique où nous avons le défaut d'avoir une approche des études qui est plutôt fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on étudie pour passer un examen. Et ensuite, pour pouvoir le mettre dans un CV et aller trouver un emploi. Mais on n'enrichit pas les différents domaines dans lesquels on a étudié, ou alors on ne va pas au-delà du programme scolaire. Ce n'est pas ma façon de faire. Donc, déjà que j'ai une formation, j'ai des études qui sont assez généralistes, mais moi-même, j'aime bien me compléter sur d'autres choses. Je suis un grand passionné d'histoire de l'art, je ne l'ai pas forcément étudié. Je suis un passionné de la génétique des populations, je ne l'ai pas forcément étudié. Ce sont des choses sur lesquelles je peux avoir également une opinion. Et c'est bien parce que, en fait, cette question, du coup, de l'internaute, vous aviez répondu aussi avec ironie, je ne me souviens pas très bien de la réponse, mais ça pose aussi la vision qu'on a de notre Afrique en termes de formation des individus. C'est-à-dire que
on a des gens qui sont formés, qui sont souvent, parfois, bien formés. Quand on parle des intellectuels, des personnes qui sont bien structurées, et on leur nie parfois leur capacité à s'impliquer dans d'autres sphères de la vie, que ce soit sociopolitique ou économique. Est-ce qu'il y a une limite au fait de cloîtrer, de cloisonner les gens à une expérience en particulier ? C'est en fait personnel. Quand on veut s'ouvrir, moi je dis souvent aux jeunes que si vous avez le même diplôme, quand vous sortez d'une école, vous êtes 2000 à avoir le même diplôme, qu'est-ce qui vous distingue les uns des autres? Ce qui vous distingue, c'est ce que vous apportez en plus. Supposons que vous avez la bonne moyenne ou alors vous avez 18 sur 20, ce qui va vous distinguer des autres, c'est votre capacité à aller au-delà. Le droit, ça mène à tout, l'économie, ça mène à tout, la géographie, ça mène à tout. C'est à vous d'être capable de... mais tout le monde n'a pas non plus cette passion d'essayer d'étoffer un peu ses connaissances et son savoir. Il faut dire aussi que, bon, une fois qu'on est entraîné, parce que j'ai parlé de l'ENA tout à l'heure, sincèrement, l'ENA, c'est une école d'entraînement. On n'apprend rien. À l'ENA, on a 2 professeurs. Il y avait un professeur de sport et un professeur d'anglais. À l'ENA, on n'apprend rien. On passe tout son temps à s'entraîner. C'est-à-dire qu'à aller passer 2 mois auprès d'un responsable de l'Organisation mondiale du commerce, et quand je dis responsable, c'est le directeur général adjoint ou le directeur général lui-même, vous passez 2 mois avec lui et vous vous entraînez à travailler ces dossiers. Une fois que vous avez fini avec lui pendant 2 mois, vous allez auprès de l'ambassadeur de France auprès de l'Union européenne. C'est l'épreuve des faits, l'épreuve du terrain. C'est des faits. Une fois qu'on est entraîné, on s'habitue mais vraiment à passer d'un sujet à l'autre, d'un dossier à l'autre. Ça rend un peu plus à l'aise. Un autre débat. Moi, je suis beaucoup le débat sur le franc CFA. À chaque fois que j'interviens avec l'autre personne n'a plus d'arguments, il me dit, mais vous avez fait un doctorat en économie où? Oui, mais en France... On vous remet en question sur votre profil au lieu de rentrer dans l'argument que vous apportez. Mais en France, heureusement d'ailleurs, il n'y a aucun directeur, il n'y a aucun gouverneur de la Banque de France qui ait fait de l'économie. Vous voyez, aucun, ça n'existe pas. Le directeur, le gouverneur actuel de la Banque de France va être remplacé par un autre. Emmanuel Macron n'a pas fait un jour d'économie. Et pourtant, on l'appelle banquier. Et pourtant, il a fait une licence de philosophie avant de faire sciences politiques. Donc, quand vous avez cette ouverture, cette capacité à pouvoir rentrer d'un dossier à l'autre, et ça, c'était vraiment le grand avantage de l'ENA, vous êtes à l'aise dans à peu près tous les dossiers. Alors, c'est drôle parce que les personnes qui vous renvoient cela ne sont... en général, elle n'est même pas du tout spécialiste de ce qu'elle C'est ça, c'est juste un argument. Et justement, aujourd'hui, il y a ce sujet qui soulève beaucoup, qui génère beaucoup de passion du panafricanisme. Je pense que chaque Africain a en lui une envie ou un désir de panafricanisme dans un sens, disons, plus de l'histoire et de l'essence du panafricanisme. Mais alors, il y a ce nouveau panafricanisme, notamment sur les réseaux sociaux, qui génère tellement de passion et qui fait que parfois les gens ont l'impression d'être des experts et vous renvoie le fait que vous n'en seriez pas un parce que vous avez une vision différente de la leur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ? Pas vraiment qui me dérange. Si je suis arrivé sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour faire de la pédagogie. Je vous ai dit que ma base de formation, moi, c'est les sciences politiques. Donc la définition des concepts, leur application et leur historicité, c'est quelque chose que je comprends, que je maîtrise assez bien et que je peux partager aux autres. Prenons le cas du panafricanisme, il se définit tout simplement par le renforcement des solidarités et des coopérations entre les Africains. Africains, ça peut être pris au sens large, c'est-à-dire jusqu'à la diaspora, etc. On se limite là. Donc, des éléments comme se battre contre l'impérialisme, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas du panafricanisme. Sinon, comment appellerons-nous un Vietnamien qui se bat contre l'impérialisme chinois? Est-ce que c'est un panafricaniste aussi ou un panasiatiste? Comment appellerons-nous un Colombien qui se bat contre l'impérialisme américain? Est-ce un panaméricaniste ou aussi un panafricaniste? Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que l'Afrique a effectivement été pendant des siècles sous cette domination impérialiste qu'elle rejette aujourd'hui? Est-ce que l'anti-impérialisme, ce n'est pas un ressort du panafricanisme, justement? Le panafricanisme, c'est une composition de mots, c'est une composition de parties de mots grecs qui est assez claire. Pan, ça veut dire regroupant tout un ensemble de choses. Afrique, c'est un continent. Et isme, ça veut dire logique, idéologie. Donc, on s'en tient là. Maintenant, les autres combats sont tout aussi nobles. Lutter contre, je ne sais pas moi, la corruption, lutter contre les régimes éternels, ce sont de bonnes choses. Mais on n'est pas obligé de tout mettre dans le panafricanisme. Et finalement, en mettant tout dans le panafricanisme,
le véritable fondement du panafricanisme, qui est le renforcement de ces coopérations entre les pays africains, peu importe le type de coopération, militaire, économique, culturelle, ce qu'on veut, finalement, il n'y a plus personne qui s'en occupe. C'est du matin au soir, la France nous a fait, un tel nous a fait, oui, mais c'est bien. Mais ce n'est pas du panafricanisme. Alors, il y a donc des figures, des activistes du panafricanisme, d'une forme de panafricanisme aujourd'hui qui sont très populaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que le cas Kémy Séba, pour l'évoquer rapidement, vous interpelle? On parle dans son camp d'une forme de diabolisation d'un activiste qui se bat pour l'Afrique. Est-ce que vous partagez cette idée? J'ai une idée de la réponse, mais je vous la pose quand même. L'activiste et son comportement, ça, lui, est à la justice, mais moi, c'est plutôt l'idéologie qui m'intéresse. L'idéologie qu'il vend, que j'ai tout à fait le droit de contredire si je trouve qu'il y a des éléments à contredire là-dessus, et je pense qu'il y en a beaucoup. C'est beaucoup de colère, en fait, que la jeunesse africaine exprime, et ils essaient de s'accrocher à tous ceux qui sont capables de porter cette colère sans toujours aller jusqu'au fond des raisons qui motivent la dite colère et essayer... C'est une colère légitime? C'est une colère légitime. Lorsque nous sommes dans un siècle où nous sommes tous connectés, nous voyons comment les autres vivent et voir l'Afrique dans un tel retard, c'est normal qu'on se dise qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que c'est en désignant des coupables et bien souvent s'exonérant nous-mêmes de nos propres responsabilités que l'on s'en sort? Mais la colère, à la base, elle vient du retard de l'Afrique, du retard du développement des jeunes qui ont envie de vivre comme tout le monde, pouvoir prendre un avion pour aller en vacances où ils veulent, eux aussi. Ils se sentent quand même insultés de faire des queues pour des visas, parfois pour des raisons nobles. Aller étudier, c'est humain que d'aller apprendre ailleurs. Les Coréens, c'est 70% des Coréens qui font leurs études dans des pays étrangers, aux États-Unis, en Europe, en Chine et partout. Pourquoi nous, on n'en aurait pas le droit? Et on a l'impression qu'il y a une certaine arrogance de l'autre côté, qui nous regarde comme des pauvres qu'il faut enfermer en Afrique, à qui il faut donner un peu la béquille. Ça crée de la colère. Ça, c'est tout à fait légitime. Il faut une nouvelle pensée, il faut repenser le panafricanisme actuel, il faut sortir de certains dogmes et être en fait un panafricanisme qui pose peut-être la responsabilité de nos leaders, de nos dirigeants sur ce retard dont vous parliez. Je crois que le panafricanisme, c'est une partie de la réponse qu'il faut donner aux problèmes que l'Afrique a. Vous avez constaté que la plupart des pays qui se développent ont leur premier marché autour d'eux. Nous, on n'a pas notre premier marché autour d'eux. La France échange à 60% d'abord en Europe. C'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour la Chine est trop grande, son marché est trop grand, mais si vous prenez la Corée ou d'autres pays, c'est comme ça. Le panafricanisme, c'est ça. C'est de favoriser ces échanges qu'on aurait pu avoir entre nous, d'avoir des autoroutes de circulation, de savoir que la production de tel pays est revendue ailleurs. C'est une des parties du problème économiquement parlant, on ne peut pas le renier. Mais le panafricanisme qui consiste à éclater des colères, à éclater des accusations historiques extrêmement lointaines, non seulement je réaffirme que ce n'est pas du panafricanisme, mais je n'en vois pas tellement l'intérêt. Comment on va terminer avec ce panafricanisme? Est-ce que c'est en faisant un procès au président de la République française pour l'histoire et après ça on est développé? Non, je ne crois pas que ce chemin-là puisse aboutir à quoi que ce soit. Mais vous savez bien qu'on vit dans un monde capitaliste avec encore des signes d'une forme de néocolonisation, notamment même financière, économique. La question du franc CFA que vous évoquiez, c'est une question de souveraineté monétaire qui est légitime, non, Hervé Maïka? Vous savez, il y avait des pays qu'on appelait, enfin les pays de l'Union européenne avaient une monnaie chacune, ils ont décidé d'aller vers une seule monnaie, donc ils ont perdu cette souveraineté monétaire. Quand on parle de panafricanisme, panafricanisme veut dire chacun perd sa souveraineté au profit d'une souveraineté collective. C'est ça que ça veut dire. Alors quand je vois des gens se battre pour que chacun ait sa monnaie, je trouve ça pathétique. Alors essayer d'accuser à toute fois une néocolonisation... Non, c'est pas pour que chacun ait sa monnaie, c'est pour qu'on se débarrasse des confettis d'une monnaie qui était une monnaie coloniale. On pourrait tout à fait se débarrasser des confettis des frontières, enfin des souvenirs des frontières qu'on nous a donnés aussi. On pourrait également se débarrasser des capitales qu'on nous a données pour en créer d'autres. On pourrait également se débarrasser des langues communes que nous avons. On pourrait également se débarrasser de nos prénoms, moi Hervé, vous Fabrice, et même M. Djibril ou M. Ousmane, qui s'est auto-colonisé avec la colonisation arabe volontaire. On pourrait aussi se débarrasser de tout. Voyez-vous bien que ça n'a pas de sens. Il faudrait aller dans un sens de choses qui sont utiles, qui peuvent nous faire avancer, mais pas juste vivre de symboles. Le symbole ne nous avance pas à grand-chose.
Pour la question du franc CFA, s'il faut sortir du franc CFA parce qu'on a un intérêt à le faire, parce que pour aller vers mieux, vers plus et plus grand, je crois que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Mais si c'est pour exprimer des colères, ça ne sert pas à grand-chose. Mais une monnaie qui permettra à tout le monde d'échanger, c'est une bonne chose, mais elle ne sera efficace si en même temps, il y a des chemins de fer qui permettent de connecter tout le monde, il y a des autoroutes qui permettent de connecter tout le monde. Donc c'est tout un ensemble de choses et c'est ça le développement. C'est tout un ensemble de choses, ce n'est pas juste un point et surtout pas mu par la colère ou par les ressentiments. Alors, on va parler, vous me tendez une belle perche, on va parler de développement, on va parler de ce secteur que vous connaissez très bien, le développement, les stratégies de développement. Ce sera pour cette nouvelle rubrique, le retour sur l'actu. Le franc-parler, retour sur l'actualité. Et le retour sur l'actualité alors que le continent africain est en pleine mutation démographique et urbaine. En 2025, l'aide publique au développement vers l'Afrique subsaharienne a chuté de plus de 26%, marquant donc le désengagement le plus massif des partenaires historiques du Nord. C'est la conséquence, entre autres, de la brutale suspension, vous vous en souvenez, de l'aide au développement américaine, décidée donc par Donald Trump. Pendant donc des décennies, cette aide a été le filet de sécurité, mais aussi parfois la béquille de nombreuses économies du continent. Ce retrait historique est-il une condamnation à l'instabilité ou au contraire l'électrochoc nécessaire pour passer d'une économie de subsistance assistée à une véritable économie de puissance souveraine? Est-ce que c'est la fin d'une certaine idée de la coopération internationale? Comment les États-Unis, les États africains peuvent absorber ce choc et surtout ce désengagement n'ouvre-t-il pas la voie à de nouvelles formes de dépendance ou de partenariat? On en parle avec un spécialiste de la question. Hervé Maïka, justement, la fin d'une certaine forme, ou alors le retrait, le désengagement de pays occidentaux quant à l'aide au développement, vous le voyez d'un bon œil ou plutôt d'un œil plus critique? C'est toujours dommage de voir des budgets se priver d'une grande partie de leurs revenus. Il faut savoir que ce désengagement donc, est arrivé à partir de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Savoir que vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire où les fonds alloués à l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH étaient financés par les États-Unis à une hauteur de plus de 70%. C'est le cas dans beaucoup de pays. J'ai cité l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui. Vous n'avez dans aucun budget africain pratiquement un fonds qui est dédié à la prise en charge des personnes déplacées. Toutes les personnes qui sont déplacées à cause des guerres, à cause des sécheresses, etc., c'était pris en charge par les fonds américains. Vous avez en Afrique du Nord beaucoup d'Africains qui migrent là-bas, qui côtoient des femmes locales qui tombent enceintes et qui sont généralement chassées de leur foyer, et il y a de leur maison. Et il y a des foyers d'accueil qui étaient là pour tous ces enfants-là, c'était financé par les Américains. Et tout ça a fermé, et la catastrophe, il y a même un calcul qui dit que ça va causer une augmentation de 250 à 500 000 morts en 5 ans. Et donc ça ne peut pas être agréable. Évidemment, on peut toujours avoir l'orgueil de dire « oui, mais on ne va pas vous accompagner tout le temps, on va pas… » Oui, ça sont de belles phrases, mais dans la réalité, c'est qu'il n'y a pas de fonds pour les remplacer. Donc forcément, c'est quelque chose de difficile et que les autres pays non plus n'ont pas la possibilité d'accompagner. Voilà. Il y a des Africains qui se sont réjouis d'une certaine façon de cette baisse de l'aide au développement en considérant que malheureusement l'aide au développement parfois finit dans les poches de certaines personnes haut placées parce que la corruption entraîne le détournement de fonds. Est-ce que c'est un constat que vous trouvez légitime ou pas du tout? Si, c'est légitime. En même temps, c'est deux problèmes différents. C'est comme il faut dire qu'il faut, pour les pays producteurs de pétrole, il faut arrêter de produire de pétrole parce que l'argent va dans la corruption. Pour les pays producteurs de cacao, il faut arrêter le cacao parce que ça va dans la corruption. C'est vrai, mais il s'agit de deux problèmes. Le problème de régler la corruption et puis le problème de continuer la production ou les coopérations qui permettent de subvenir à un certain nombre de problèmes. La réalité, c'est que les budgets africains sont faibles et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas en compte. Et que, je prends l'exemple des vaccinations, je le prends souvent. Dans vos pays, les vaccinations sont gratuites pour tout le monde, mais la plupart des Africains ne savent même pas qui les paye. Ils ne se posent même pas la question. Toutes les mamans vont vacciner leurs enfants à 2-3 mois. Personne ne vous demandera de l'argent pour ça. Mais quelqu'un paye derrière. Donc moi, je veux bien qu'on tienne ce discours pour dire qu'il faut arrêter parce qu'il y a des conséquences derrière. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup
d'engagement africain non plus à dire que nous allons créer une association pour augmenter les impôts afin qu'on puisse reprendre ça en charge. Oui, il y a de vraies conséquences dans de pans entiers, notamment de la santé, vous en parliez, et de l'éducation aussi, avec une baisse donc de 26% des financements. Comment les États les plus fragiles du continent peuvent éviter une dégradation immédiate de ces services de base? Est-ce qu'ils peuvent l'éviter dans l'immédiat? Je ne crois pas. Dans le long terme, c'est évidemment continuer à développer les pays, permettre à ce que les impôts récoltés à l'intérieur des pays puissent répondre aux besoins de ces pays-là. Mais force est de constater que la plupart des pays africains, permettez-moi le terme, ne sont pas viables en réalité parce qu'ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins légitimes de leur population. On ne peut pas aujourd'hui, en 2026, dire aux gens c'est pas grave si vos enfants ne font que 3 ans d'études. Tout le monde voudrait que ces enfants aillent un peu plus loin à l'école. Mais nos États, pour la plupart en tout cas, n'ont pas les moyens de les faire. Il faut préparer l'avenir à partir de maintenant, faire à ce qu'il y ait un avenir où il y a plus d'entreprises qui cotisent, qui payent des impôts pour que les États puissent y arriver. Mais aujourd'hui, dans l'immédiat, dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, il faut soutenir. Si les Africains mettent la main à la poche et se mettent, même les Africains de la diaspora, se mettent à dire que j'aimerais bien payer une partie de mes impôts pour mon pays, ça serait formidable. C'est ça qui est plus attendu plutôt que des réactions d'orgueil et de dire on s'en fout, ils n'ont qu'à rester chez eux, nous on s'en fout. Il y a aussi un autre problème africain, c'est qu'en général, les citadins sont peu regardants de ce qui se passe à la campagne. On est en ville, on a un papa qui travaille, on a une maman qui se débrouille, mais on ne réalise pas toujours les difficultés qu'il y a à la campagne et eux, ils ont encore plus besoin d'aide que les citadins. Dans plusieurs pays sahéliens notamment, ou en transition, l'aide publique au développement sert aussi de levier pour maintenir les équilibres budgétaires, des équilibres budgétaires parfois très précaires. Ce désengagement financier, est-ce qu'il ne risque pas d'alimenter une nouvelle vague de contestation sociale, parce que effectivement, la pauvreté ne va faire qu'avancer encore dans ces pays? C'est le cas, mais pour beaucoup d'entre eux, déjà, les aides avaient déjà été fortement réduites, même si elles continuent, pour les pays du Sahel tout particulièrement. Les aides où j'ai pas mal travaillé, d'ailleurs, dans le cadre justement de l'apport ou la mise en place des projets de développement, l'aide avait été sérieusement réduite après les différentes mésententes qu'ils ont eues avec les différents pays, et plus la situation s'accroît, plus c'est compliqué. Le nombre d'écoles fermées par an est de plus en plus élevé. Il y a des choses simples. Les puits, il faut les nettoyer, il faut que les gens aient accès à l'eau. Il n'y a plus de moyens pour le faire. Ils se bouchent, et quand ils se bouchent, la population qui habitait là est obligée de se déplacer pour aller ailleurs, dans une zone un peu plus verte. Et ces populations qui ont besoin de puits, qui sont sahéliennes, sont souvent des populations d'éleveurs, vont aller se rapprocher vers des populations d'agriculteurs qui vont mal les accueillir parce qu'ils vont brouter leurs champs. Et c'est tout ça qui provoque les conflits, les guerres, etc. Et le terrorisme aussi. Et le terrorisme, ce sont des enfants qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'avenir, dont les familles sont dispersées. C'est eux qui sont le plus facilement recrutés par ces groupes djihadistes. On vous donne une Kalachnikov, on vous donne une moto, vous coupez une route dans laquelle vous prenez des rançons aux populations qui sont à côté et ça vous fait un rythme de vie, un niveau de vie. Vous épousez une femme, 2 ans après une deuxième femme parce que vous avez des revenus. Tout ça, ça vient de la pauvreté et de l'incapacité que nous avons à intégrer dans la vie économique et sociale la grande population que nous avons, parce que nous avons encore des moyennes de naissance de 4, 5, 6, 7 femmes par an. Et il faut intégrer tout ça chaque année, c'est très difficile. Parce qu'en termes de gouvernance, il y a des problèmes structurels très importants dans la plupart de ces pays, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, un peu partout en Afrique. On a le fil rouge de ces problèmes structurels, ne serait-il pas la bonne gouvernance, la malgouvernance plutôt, pour le dire ainsi? Parce que en intégrant que l'aide au développement soit réduite, on peut, avec un peu de résilience, pour un État qui est géré par des personnes sensées, avec de la résilience, trouver d'autres pistes pour survivre et s'en sortir. À moyen et long terme. À court terme, c'est très difficile parce que les problèmes, ils sont déjà là. Les enfants qui ont 6 ans aujourd'hui doivent aller à l'école dans quelques mois. Donc, à court terme, c'est extrêmement difficile. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Il faut pas réfléchir le présent. Il ne faut pas attendre que les problèmes nous tombent dessus. Il y en aura toujours. Mais il faudrait qu'une partie du gouvernement, une partie de nos élites, une partie de nos cerveaux soit aujourd'hui en train de travailler pour ce qui va commencer dans 10 ans. Et dans 10 ans, la prospective, oui. Il faut qu'ils mettent en place les jalons qui vont nous permettre de sortir de tous ces problèmes plutôt que d'être là à subir
le présent, il va voir le passé, à essayer de le réparer tout le temps. Nos gouvernements ont un gros déficit dans ce domaine-là de la prospective, de la stratégie sur le long terme. Énormément. La plupart n'ont pas de vision. Vous avez commencé d'ailleurs par parler tout à l'heure du programme national. Programme national de développement, ce sont des programmes qui ont été d'ailleurs imposés par la communauté internationale, que maintenant on va arrêter de faire des budgets annuels, on va faire des budgets pluriannuels, et que pour qu'un investisseur vienne chez vous, il faut qu'il ait une espèce de bottin dans lequel il voit dans quoi vous voulez investir dans les 5 prochaines années. Donc vous devez maintenant mettre en place des programmes nationaux de développement. Alors tout le monde s'est mis à développer de beaux programmes nationaux de développement qui en réalité sont irréalistes, qui invoquent des budgets qui sont impossibles à réunir, etc. Donc on est toujours poussé par une contrainte extérieure pour pouvoir penser le futur. Mais il faudrait qu'on se l'intègre, qu'on se l'approprie de manière réaliste et qu'on puisse avoir des programmations. Il y a des pays qui ont des programmes Vision 2050, tel pays émergent en 2000, je ne sais pas quelle année. Ça manque quand même de... Certains se rapprochent dangereusement. Le Cameroun, c'était 2035, il me semble, et là, on est encore très loin de l'émergence. Le Congo, je crois que c'était 2025 et le nouveau slogan du président, c'est, je crois, allant encore plus loin vers l'émergence. Donc, est-ce qu'elle a été atteinte, etc. Mea culpa. J'ai souvent participé à la mise en place des programmes nationaux de développement ou de ces projets, mais enfin, c'est qu'il n'y a pas vraiment une prise de conscience d'une programmation réaliste qui nous permettent vraiment d'intégrer tout le monde et de pouvoir aller vers le développement. C'est très important que nous en approprions, pas que nous attendions les injonctions de bas de page du FMI pour qu'on dise le FMI a recommandé ça. Et donc, non, le FMI ne vient que pour vous sauver des situations difficiles. Ouais. Le FMI n'a aucun projet pour le développement de personne. Et ça, le développement, c'est à nous de nous en occuper, chacun dans son pays. Alors, l'aide au développement intègre aussi une dimension d'influence, l'influence par l'aide. Est-ce que ce retrait occidental ne va pas finalement être une forme d'opportunité historique ici? On peut croire qu'il ne soit pas déjà très avancé sur ce domaine pour des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme les pays du Golfe notamment, pour consolider leur présence, leur emprise sur le continent. On rappelle que la dette chinoise est déjà très très élevée, je n'ai pas les chiffres là, mais la dette chinoise, la dette africaine vis-à-vis de la Chine est déjà très élevée. Et donc, est-ce que le fait de ne plus avoir cette aide au développement occidental ne va pas faire que progresser justement la dépendance vis-à-vis d'autres partenaires? Cela aurait été possible si on parlait de la même valeur, c'est-à-dire que si l'aide au développement occidentale était en compétition avec l'aide au développement chinois. Alors, l'aide au développement chinoise, pardon, alors que ce n'est absolument pas le cas. Les Chinois ne donnent aucune aide au développement, alors extrêmement peu, c'est 5% au-dessus d'un marché commercial qu'ils ont passé ensemble. Ce n'est pas la même chose avec l'aide au développement. Vous savez, les gens découvrent peut-être aujourd'hui, avec le retrait des États-Unis, que les États-Unis représentaient autant dans l'aide au développement. C'est le premier pays donateur au monde. Parce que vous avez commencé votre propos en parlant d'influence, mais comment cette influence américaine a-t-elle agi sur le continent africain? Pratiquement pas. Les Américains ont financé énormément de projets, de programmes, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient de santé, qu'ils soient dans beaucoup de domaines, mais c'est sans pour autant qu'on voit leur présence. Mais justement, c'est pour ça que certains Africains sont désabusés et se disent, mais peut-être qu'il vaudrait mieux effectivement que les Occidentaux, les Américains notamment, se retirent parce qu'on ne voit pas la couleur de cet argent pour la plupart des Africains. On ne voit pas l'effet direct de cet argent, peut-être dans des domaines très spécifiques comme celui de la santé, effectivement, mais dans les infrastructures, dans la construction des routes notamment. C'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai travaillé dans un pays, vous me permettez de ne pas citer mes cas professionnels. J'ai travaillé dans un pays où une telle étude a été menée. On demandait aux gens qu'est-ce que les Chinois ont fait chez vous, qu'est-ce que les Français ont fait chez vous, qu'est-ce que les Américains ont fait chez vous. Tout le monde plébiscitait ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont construit telle route, ils ont éclairé telle avenue, ils ont construit tel stade, ils ont construit je ne sais pas quoi. Les Français, ils parlent, on n'a jamais vu ce qu'ils ont fait. De tout ce qu'on citait que les Chinois ont fait, c'était sur financement, soit français, soit de l'Union européenne. Mais ça passe parce que lorsque un marché est mis en place, c'est le meilleur qui prend, celui qui propose le meilleur projet au meilleur coût, etc. Mais il y a un problème de communication où les gens ne se rendent pas compte, ils savent que le stade, le chemin de fer ou je ne sais pas quoi, ça a été construit par les Chinois. Ça, c'est l'opinion que les gens ont, mais bien souvent, mais c'est jamais par un financement chinois, jamais. Très rarement
par un financement chinois. C'est par un financement souvent de l'Union européenne. Même des formations, on a construit des écoles de formation d'infirmières financées par l'Union européenne, construites par les Chinois. Mais pour tout le monde, mais on a vu les Chinois le construire. Cette école, c'est des Chinois qui nous ont donné ça. Donc il y a aussi un problème de perception et qui crée des frustrations normales. Ça, c'est pas reprochable. Vous n'allez pas reprocher aux gens ce que vous ne leur avez pas expliqué. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, si l'aide extérieure diminue fortement, il y a donc cette question de l'intégration des marchés africains qui finalement devient une question de survie, parce que l'aide publique au développement en baisse va forcer les États africains à accélérer ces échanges intra-africains dont vous parliez. Est-ce qu'on va être obligé de coopérer et quid des divergences en termes politiques? On a vu notamment en Afrique de l'Ouest que les pays de l'AES désormais sont complètement séparés de la CEDEAO. Ça va être compliqué si il faut absolument échanger, commercer entre nous d'une ampleur vraiment gigantesque, mais que des raisons politiques nous séparent. Avant de commercer entre nous, il faut produire entre nous. Il faut produire nous-mêmes. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne produit pas. Je n'ai pas envie de dire pas assez. On ne produit pas. Pas suffisamment. On ne produit pas. C'est vraiment la limite, elle est très basse. Il y a des pays qui fabriquent du ciment, mais qui ne sont pas autonomes dans leur consommation de ciment. On a nos domaines de prédilection, le cacao, la banane, qu'on ne consomme pas, qu'on exporte. Donc déjà, nous avons un problème de production. Moi, je veux bien entendre ce discours de on nous pille, mais pour vous piller, il faut d'abord produire. Le problème, c'est qu'on ne produit pas. Donc, il faut d'abord qu'on soit capable de produire, de pouvoir consommer, en tout cas en partie de ce que nous produisons, pour pouvoir l'offrir à des marchés extérieurs. Et pour l'offrir à des marchés extérieurs, la plupart du temps, il faut un minimum de transformation. Les deux, au moins, premières étapes de transformation soient remplies pour le faire. Sinon, nous continuerons à aller prendre là où c'est transformé au plus loin. C'est normal. C'est le business. Je vais prendre là où ça me revient le moins cher. Donc, échanger entre nous, c'est une deuxième étape. La première étape, à mon avis, c'est commencer par produire nous-mêmes ce que nous sommes capables de produire, et notamment dans l'agriculture, où l'Afrique a un potentiel extraordinaire. Mais il ne faut pas se limiter à l'agriculture, à la première étape de l'agriculture, mais un minimum de transformation pour que nous puissions l'échanger. Quand on produit de l'arachide, il faut qu'on soit capable de produire ensuite de l'huile pour pouvoir au moins faire un marché de l'huile intérieure. Donc c'est hyper important. Il y a quelques pays qui arrivent à exporter autour d'eux, mais toujours de la matière première brute. Est-ce qu'il y a des pays qui font office de modèle à suivre, qui ne sont pas encore totalement aboutis, mais qui sont sur la voie, selon vous, de cet idéal? Sur un produit, sur deux produits. Pour moi qui suis de l'Afrique centrale, par exemple, ça va être le Cameroun, qui est le seul pays qui est capable de produire quelque chose qu'ils vend chez les autres. Les œufs, les oignons, les poulets. Il y a un certain nombre de produits que le Cameroun produit qu'il arrive à vendre, la banane, le manioc, qu'il arrive à vendre à ses voisins, mais brut, pas en quantité capable de servir l'ensemble du marché, mais c'est un modèle que l'on peut souligner. Le Cameroun produit pour le Gabon, le Cameroun produit pour la République du Congo, surtout que maintenant, il y a une route goudronnée que j'ai faite, qui est de très bonne qualité, produite pour la République centrafricaine. Vous voyez des camions camerounais qui quittent le Cameroun avec des poulets qu'ils arrivent à vendre à 2000 francs, à 2200 francs à Brazzaville, 2500 maximum, alors que nous, au Congo-Brazzaville, on n'arrive pas à produire un poulet à moins de 4000. C'est très bien, c'est le même marché. C'est le même marché, donc c'est le marché pas de la CEMAC, mais de la CEAC, parce qu'il y a souvent une confusion aussi entre les deux. C'est très bien. Mais c'est des petits exemples. L'oignon du Niger arrive à Abidjan. Vous avez un produit, deux, mais c'est largement insuffisant. Il faudrait multiplier ça par 10 et par 20. Et l'aide au développement, malheureusement, ne s'occupe que des questions sociales, parce que l'idée de l'aide au développement, c'est que nous venons en aide, en soutien à ce qu'il y a de plus faible, de plus difficile pour les plus pauvres. Pour le reste, vous vous débrouillez. Moi, je rêve, permettez-moi, d'une aide qui vienne mettre vraiment des structures qui vont nous permettre de décoller. Cette aide est bien. Je ne dis pas qu'il faut enlever ça. Les plus faibles ont besoin de ça. Mais si on commençait par s'attaquer vraiment aux éléments du développement, mais il y en a qui vont vous dire oui, mais ça coûte cher. Vous êtes tellement mal géré qu'on perdra notre argent. Parce que là, maintenant, on va parler d'investissement. Voilà un peu tous les problèmes qu'on a, problèmes de gouvernance dont vous avez dit, nécessaires pour l'arrivée des investisseurs étrangers. Alors, on a l'impression qu'on est passé à une autre ère, une ère de la contrepartie. En RDC, Trump lie désormais le soutien à la paix, à un accès
stable et prévisible, aux minerais stratégiques, aux terres rares. L'Afrique est-elle désormais condamnée à ne retrouver la stabilité que si elle cède le contrôle de ses ressources naturelles aux grandes puissances? Alors ça, c'est la particularité de M. Trump. Je peux vous assurer que dans tous les milieux diplomatiques, on trouve ça un peu vulgaire d'aller discuter d'échanges avec un pays en contrepartie d'acheter quelque chose. Il se croit, il vient du monde du business, il vient du monde de l'immobilier, ça se passe peut-être comme ça, mais dans le monde des relations internationales, ça ne se passe pas comme ça s'est jamais passé comme ça, et après Trump, ça cessera de se passer comme ça. C'est vulgaire, c'est déplacé, d'aller dire à des gens, je viens en aide si vous me donnez ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'exemple précédent, et après Trump, je suis sûr que ça va s'arrêter. Et puis, on voit qu'il multiplie cette stratégie ailleurs. Il l'a fait en Ukraine. Il l'a fait en Ukraine, et jusque-là, il n'y a rien qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, ça c'est une partie de l'économie, j'essaie de trouver les mots clairs, c'est une partie première de l'économie d'aller exploiter les matières premières dont les États-Unis n'ont plus les infrastructures pour le faire. Même si on donnait aux États-Unis tous les minerais de la RDC, les États-Unis n'ont pas d'entreprise qui s'occupe de l'extraction de minerais. C'est lourd, c'est polluant, ça ne rapporte pas gros. Et donc tous les pays développés se sont placés à une autre étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui va prendre les minerais, qui les raffine, qui transforme la partie de la matière première consommable et même les premiers outils comme les batteries. Les autres vont consommer les batteries qu'ils vont mettre dans des technologies qu'ils ont créées. C'est même la Chine qui va créer les véhicules pour les mettre dans les batteries. C'est la Chine qui va créer les téléphones. C'est la Chine qui va créer... Ça, c'est des niveaux d'industrialisation que l'Occident, que les pays les plus développés au monde ont abandonné à d'autres. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, M. Trump, a essayé d'expliquer que je fais ça, je prends tes minerais. À vrai dire, il n'a personne à qui les donner derrière pour vous dire nous avons les minerais de lithium de la RDC, à les exploiter. Il n'y a pas d'entreprises américaines qui le font. Et il n'y en a pas qui vont avoir envie de le faire. Parce que ça ne rapporte pas gros, parce que c'est très polluant, parce qu'il faut se déplacer quelque part, c'est fatigant. Alors, on va parler d'un pays plus spécifique, cette fois-ci, la République du Congo, un pays que vous connaissez bien. Le 16 avril dernier, Denis Sassou Nguesso a prêté serment donc pour un nouveau mandat de 5 ans, à 82 ans. L'un des doyens des chefs d'État d'Afrique centrale entame ce qu'il nomme l'accélération de la marche vers le développement, après avoir été donc réélu avec un score, on peut dire, soviétique de 94,8%. Pourtant, derrière le faste de son investiture, en présence de nombreux homologues africains, les défis restent colossaux, une dette publique qui frôle les 90% du PIB, une dépendance quasi totale au pétrole et une jeunesse qui attend toujours de voir les dividendes donc, de cette stabilité promise pour l'opposition. Ce scrutin marqué par des coupures d'Internet et l'absence de figures majeures n'est qu'une prolongation d'un système à bout de souffle. Hervé Maïka, vous avez donc été directeur de campagne de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous suivez désormais depuis votre exil en France cette situation politique au Congo. Qu'est-ce que vous avez ressenti après cette réélection à 94%, 94,8% de Denis Sassou Nguesso? Que peut-on ressentir face à cela? C'est que la mascarade continue, c'est que le pouvoir personnel et éternel continue. J'insiste sur le mot éternel parce que j'ai eu beaucoup d'appels, évidemment, tu devrais te présenter, tu voudrais... Ben non, le système est fait de manière à ce que le ministre de l'Intérieur ne vienne jamais proclamer que Denis Sassou Nguesso a perdu l'élection. Donc le système n'est pas fait dans ce sens-là et on rêve toujours que la population prenne conscience que ce n'est qu'en se braquant unanimement, en prenant les risques nécessaires. Vous savez, la démocratie a un prix, la paix a un prix, la liberté a un prix. Et ça ne peut pas se passer si tout le monde est dans son canapé en train d'attendre qu'un fou aille se battre là-bas et puis soit ils vont applaudir, soit ils vont critiquer, malheureusement. Et donc c'est une situation qui est générale, surtout en Afrique centrale, où les régimes se pérennisent d'une manière extraordinaire. Quasiment toutes les élections se gagnent à 94%. Ça a été le cas chez nos voisins au Cameroun, en Guinée équatoriale, chez Oligui Nguema. Ça se passe un peu partout comme ça. C'est une situation qui se généralise parce qu'il y a peut-être peu de combattants. Tout le monde constate la même chose. Peut-être n'avons-nous pas assez faim pour pouvoir se dire que cette fois-ci, il faut que ça s'arrête. Les régimes essaient de corrompre les gens en donnant un poste à une personne qui va s'occuper ensuite de toute sa famille au sens très élargi. Et ce système marche comme ça. C'est aussi la brutalité peut-être de ces régimes d'Afrique centrale qui répriment
dans le sang, parfois, toute contestation du régime en place. C'est pour ça que j'ai souligné que la liberté avait un prix. C'est bien de nous cacher, d'aller dans les pays des autres, mais s'ils avaient eu peur de cela, je crois qu'aujourd'hui, la France serait nazie et que tout irait... voilà, donc les gens arrivent à des libertés parce qu'ils commettent un certain nombre de sacrifices. Je suis opposé au coup d'État dans le sens qu'un individu vient s'accaparer du pouvoir pour dire ensuite qu'il faut m'écouter moi, mais il faut qu'il y ait tôt ou tard une action populaire, ce qu'on appelle couramment une révolution, mais une vraie, pas celle d'un individu qui vient dire c'est moi, la révolution, pour pouvoir mettre fin à ce cycle, parce qu'il ne s'arrêtera pas de lui-même, je suis quasiment sûr qu'il sera transmis aux enfants de celui qui est là, etc. etc. Donc c'est vraiment un appel à la prise de conscience des populations pour... Le culte de la personnalité, justement, c'est l'un des problèmes qui engluent cette partie de l'Afrique encore sur place, c'est d'avoir des leaders qui sont presque déifiés pour certains. Je ne crois pas que l'Afrique centrale ait le monopole du culte de la personnalité. Pour ça, en Afrique, on sait très bien faire avec les IB qui est devenu quasiment un messie, avec les Ousmane Sonko sur lesquels il n'y a plus de Sénégalais, il n'y a plus que des pro-Ousmane Sonko, des anti-Sénégalais. Je crois que pour le culte de la personnalité, ça, c'est quelque chose que l'Afrique s'est vraiment fabriqué toute seule. On n'a pas, même Alassane Ouattara, pour ses supporters, est devenu un demi-dieu, comme Gbagbo, pour ses supporters qui n'arrivent même pas à accepter qu'à 80 ans passés, Gbagbo ne sera plus candidat, il reste Gbagbo ou rien. Donc ça, on est très fort pour ça, pour le culte de la personnalité, mais il faudrait maintenant essayer de mettre le culte de la raison. Il faudrait qu'on soit capable de raisonner les choses et d'agir, sinon c'est des générations comme ça qui vont être ruinées. Bien sûr. Des générations perdues. Bien sûr. Alors, Denis Sassou Nguesso a réaffirmé pendant son investiture vouloir sortir de la dépendance au pétrole. Pourquoi? Là, vous êtes en train de parler de son discours de 1989 ? Alors voilà, justement. Pourquoi ce qui n'a pas été réalisé en 40 ans le serait subitement, au cours de ce quinquennat, on a l'impression qu'il découvrait presque certaines choses et qu'il allait subitement apporter un développement qui n'a pas été apporté depuis toutes ces décennies. J'ai retrouvé la dernière interview, j'ai retrouvé une vieille interview de 90 plutôt, de Denis Sassou Nguesso, dans laquelle il expliquait que nous ne pourrons pas nous développer. Avec les matières premières, c'est pas possible, ça ne rapporte pas assez parce que les autres multiplient une fois qu'ils ont transformé, ils multiplient leurs gains par 18, par 25. Donc nous, on ne peut pas rester avec la partie congrue et dire qu'on est en train de suivre les autres, alors que tout ce que l'on fait, c'est 25 fois moins que ce que les autres vont faire. Première partie. Et deuxième partie dit que nos pays sont tellement petits. Il donnait un exemple d'une entreprise qui fabriquait à l'époque de la Nivaquine, qui était le médicament phare pour soigner du paludisme, qu'il voulait implanter au Congo. Mais seulement cette machine, en un mois, produisait les besoins du Congo en un an. Donc ce n'était pas possible pour lui s'il n'y avait pas un marché africain dans lequel il pouvait... Donc nous sommes en 90, il avait compris toutes les questions. Maintenant, on apportait les réponses, Denis Sassou Nguesso n'y arrive pas. Mais est-ce qu'en Afrique, on arrive au moment de dire que là, j'ai été incapable, je ne suis pas arrivé au bout, je laisse aux autres la capacité de faire. Ça, il n'arrive pas à le faire. Il répète alors les mêmes discours depuis 35 ans, 40 ans. Il répète exactement les mêmes discours qui n'ont aucune finalité. Et aujourd'hui, le but, c'est simplement de rester au pouvoir, d'être glorifié, d'apparaître comme l'empereur. Maintenant, on l'appelle même le Mollah. Voilà, c'est de rester là éternellement et comme le Mollah Khamenei, après lui, peut-être son fils, peut-être, voilà, choisi par un consortium que personne ne connaît. Donc, nous sommes bloqués dans cette impasse et on essaie en fait de conscientiser les gens pour qu'ils se rendent compte que, mais il y aura pas, on a cru à un héros qui allait le faire tout seul, il s'appelait Jean-Marie Michel Mokoko. Mais on s'est bien rendu compte que sans l'appui du peuple, on ne pouvait pas y arriver. 5 ans plus tard, c'est Guy Brice Parfait Kolela, mort le jour même de l'élection. Combien de gens se sont soulevés? Personne. Et là, nous continuons, cette fois-ci, que mes amis qui étaient candidats m'en pardonnent, mais il n'y avait quasiment pas de candidats. Et ça va continuer comme ça s'il n'y a pas cette prise de conscience et cette... Pourquoi la population congolaise... Pourquoi il n'y a pas cette prise de conscience? Je pense que parce que les gens n'ont pas assez faim. Parce que les gens font le pour et le contre. C'est paradoxal, parce que quand on connaît et qu'on voit le niveau de pauvreté de cette population... Peut-être que ne le sentent... D'alternance, fin de politique, fin d'une autre politique, d'une alternance, c'est ça? Moi, je pense qu'ils ne le sentent pas de manière assez grave, sinon ils auraient réagi. Il y a beaucoup d'immigration, d'émigration, les populations qui sortent
pour aller ailleurs. Tout le monde a un parent en Europe qui va te faire venir. Ça te fait garder un espoir. Là aussi, il y a des études. Il y a ce qui s'appelle l'Afrobaromètre, qui est une étude africaine, qui étudie les comportements des Africains, les opinions, etc. et qui montre qu'effectivement, les générations actuelles qui ont entre 18 et 35 ans sont beaucoup moins engagées politiquement que celles d'il y a 20 ans. Ils estiment que c'est aller mourir pour des chefs politiques qui après ne vous donneront rien. Ça sera pour eux et leur famille. Et donc, il y a une espèce de désespoir des populations qui arrange bien les régimes en place. Est-ce que le système Sassou Nguesso est capable de s'auto-réformer d'une certaine façon et de changer, en fait, du moins de mener cette succession que certains appellent de leur vœu? Est-ce qu'il va s'autodétruire aussi dans la transition entre la fin, parce que biologiquement, il faudra bien que Denis Sassou Nguesso cède la place un jour ou l'autre. Est-ce que cette transition va être la destruction du système ou malheureusement sa pérennité? Si le système a encore tous les moyens de se pérenniser, et ce qui est, je crois, le cas aujourd'hui, le système va se pérenniser. Je répète, vraiment, s'il n'y a pas une prise de conscience et des gens qui se disent que nous voulons choisir une autre voie et qui acceptent... Il n'y a pas de leader parfait, mais qui accepte le plus imparfait pour se dire on se réunit là, ça ira. Mais si les gens se disent, bon, là, on a perdu pour 2026, prochaine élection 2031, mais vous vous trompez. 2031 se passera exactement comme ça s'est passé avant. Il faut que les Congolais soient capables de créer leur propre agenda autour des personnes auxquelles ils peuvent croire, parce que sans leader, sans conducteur, le peuple n'a pas de tête. Donc, mais il faudrait trouver ces leaders, il faudrait leur faire confiance, leur donner un certain nombre d'années, parce que aussi chez nous, quand on trouve un leader, 6 mois après, il a fait un discours qui ne m'a pas plu, je m'en vais. Il faut savoir s'affermir, se dire que j'y vais pour 10 ans, et si dans 10 ans il me déçoit, je fais autre chose. Donc c'est nécessaire vraiment que l'on puisse le faire. Ces leaders ne seraient-ce pas Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, toujours en détention donc, ou sous surveillance, ce n'est pas en détention, souvent, en descente. Oui, en détention. Est-ce qu'une véritable marche vers le développement, une véritable révolution est possible sans une décrispation politique réelle et le retour donc à la fois à la libération des prisonniers politiques et aussi le retour des exilés politiques? Que les leaders soient ceux que vous avez cités, il faut les suivre. C'est ça le plus important. Le leader peut être un inconnu aujourd'hui, mais s'il a l'assentiment d'un certain groupe de gens, nous sommes devenus des véritables experts à essayer de trouver les petites failles qu'il a, voilà, et pour essayer de lui tirer dessus. Il faut de l'engagement populaire. Voilà, il faut de l'engagement et de l'accompagnement populaire. Alors, ce Congo est sous perfusion des institutions internationales et c'est peu de le dire. Comment l'État peut financer ces projets de développement faramineux annoncés là par Denis Sassou Nguesso alors que le pic de remboursement de la dette est prévu pour cette année 2026 et que on sait qu'il va continuer en fait à accumuler de l'endettement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue de promettre des projets de développement faramineux, mais d'avoir une dette toujours plus grande. Vous savez, les projets de développement au Congo, on en fait lorsque le pétrole se vend bien, ce qui est le cas depuis 2-3 semaines avec la guerre en Iran, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que cette crise pétrolière, avec un pétrole qui frôle les $100 le baril ou au-dessus de $100 le baril, dure 6 mois à 1 an. Là, les caisses de l'État vont retrouver une stabilité et il peut engager des projets de développement. Et ce qu'on appelle les projets de développement au Congo, la plupart du temps, sont des projets qui permettent de redistribuer de l'argent dans le clan, de permettre à chacun d'avoir son marché, etc., pour avoir des projets qui finalement ne tiennent pas la route, ne durent pas ou n'ont pas de conséquences économiques. Nous avons des routes où passe une voiture toutes les 4 heures, par exemple, qui ont été construites et qui se cassent à la première pluie et qui disparaissent. Donc il faudrait bien les promettre parce que c'est tout ce qu'il sait promettre, mais le Congo a besoin de bien plus que de simples projets de développement. Moi, je parle souvent de l'accompagnement des chefs d'entreprise qui sont là. Si on a un peu d'argent, imaginez un chef d'entreprise qui a une petite entreprise de maçonnerie, mais qui marche depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui paie ses impôts, qui a 3 employés, qui a 4 employés, pourquoi ne pas lui donner 1 milliard, 2 milliards pour qu'il fasse un peu plus grand? Recensons d'abord ces chefs d'entreprise-là et soyons capables de les former, de les accompagner, de les suivre bancairement. Même ceux qui sont dans l'informel, il faut les intégrer. Donc, il y a des choses à faire directement parce que l'emploi va être créé par ces gens-là. L'emploi ne sera pas créé par des routes construites qui, d'ailleurs, ne sont construites par les Chinois. L'emploi ne sera pas créé par des grands projets de l'État, construction de stades parce qu'on veut accueillir la Coupe d'Afrique, etc., etc. C'est pas ça. Donc, je crois qu'il faudrait passer à un accompagnement beaucoup plus direct des individus, des hommes d'affaires et
En tout cas, les programmes, les projets existent. Hein, on peut pas. C'est un peu ça le truc du développement, c'est que les réflexions sont là. Il faut prendre les meilleurs, ceux qui vous sont adaptés, les réadapter et puis continuer sa route, quoi. On va terminer, merci beaucoup Hervé Maïka, on va terminer cette émission avec notre dernière rubrique, le photocall. Le franc-parler, le photocall. Alors le photocall, je vous explique le principe. On fait passer des photos de personnalités à l'écran et je vous demande si vous aviez cette personnalité au bout du fil, qu'aimeriez-vous lui dire, très sommairement, qu'aimeriez-vous lui dire? On commence par cette personnalité dont on a parlé un petit peu au début de l'émission. Si vous aviez Kémy Séba au bout du fil, au téléphone, donc, qu'auriez-vous envie de lui dire sommairement? Que je compatis énormément en ce qui concerne l'arrestation de son fils qui est avec lui. C'est ce qui me fait le plus mal. Parce que c'est un jeune garçon qui est auprès de son père. Je n'ai pas entendu qu'on ait quelque chose à lui reprocher. Et si ce message pouvait arriver, je ne sais pas par quelle manière, auprès des autorités sud-africaines, c'est qu'on libère ce jeune homme. Je suis un père de famille et je sais qu'il est venu assister son père. Et ça, c'est ce qui me touche le plus. Pour le reste, je reste farouchement opposé à Kémy Séba et à sa manière de faire et à ses thèses, à ses théories et à l'accompagnement de la dispersion des soldats russes en Afrique qui ont commis ce qu'ont commis. Donc nos oppositions continuent. Mais je suis touché particulièrement par son fils qui est en prison. Prochaine personnalité en photo. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Cher grand frère Jean-Marie Michel Mokoko, j'espère que le moral est là, j'espère que la force est là. Que voulez-vous? On a fait ce qu'on a pu, il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait avec le cœur. On passe à la prochaine photo. Qui va s'afficher dans un instant. Alors, c'est le président, donc, Denis Sassou Nguesso. Si vous l'aviez au bout du fil. Si j'avais au bout du fil Denis Sassou Nguesso, je lui dirais papa, je crois que tu as fait ce que tu as pu. On ne peut pas dire que tout ce que tu as fait était mauvais. Personne ne peut faire que du bien. On peut faire dans un moment de bien et de mal. Mais papa, là, ton entêtement a continué et fait souffrir les gens. Je crois que tu mérites le repos. Voilà. Prochaine photo. Ibrahim Traoré, au bout du fil de Hervé Maïka. Monsieur Ibrahim Traoré, qu'est-ce que je dirais à Ibrahim Traoré? Vous savez, la liberté, c'est bien. Ce que l'on fait aux autres, on ne pense pas toujours qu'on pourrait le subir un jour. Voilà, il faut faire un effort de donner un peu plus de liberté. On vit en 2026, on n'est pas à la période révolutionnaire de Che Guevara ou de je ne sais pas quoi. Et donc, il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, on vit au temps de la liberté, de l'égalité, de la composition des intelligences pour pouvoir trouver les solutions nécessaires. Tu es sur la mauvaise voie. Et enfin, la dernière photo de ce photocall, dernière personnalité. Paul Kagame. Ah, Paul Kagame, que dire à Paul Kagame? Tu as été un grand leader, mais tu as faussé sur 2 points, quoi. C'est-à-dire que la capacité à réconcilier durablement les Rwandais, parce qu'après toi, je crois que 90% des Rwandais se disent que ça sera encore le déluge, et puis ton manque de respect pour ton voisin, il y a de véritables problèmes contre les Banyamulenge là-bas, mais ce sont vraiment tes défauts, sinon tu aurais été un leader magnifique et exemplaire. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Hervé Maïka pour cette plongée à la fois dans votre univers professionnel, votre univers aussi, votre regard plutôt de cette Afrique d'aujourd'hui et de demain. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous chez vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour un nouveau franc-parler. Le franc-parler, le rendez-vous de l'actualité. Sans langue de bois, sur Espace. Une personnalité de premier plan pour s'exprimer sans filtre sur l'actualité ou sur un moment fort de sa carrière. 52 minutes de vérité, de débat et de confidences exclusives. Le franc-parler, la parole est libre, la vérité s'invite sur le plateau.